Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce webinaire qui s'intitule La précarité énergétique et si l'innovation venait de la coordination. C'est un webinaire qui est proposé par le Secours catholique Caritas France, par la chaire Hope de la Fondation Grenoble INP, par Réseau Éco-Habitat et puis par l'Institut Godin. Alors, ça fait quelques années à l'Institut Godin que nous menons une recherche, je dirais précisément sur Réseau Éco-Habitat et plus largement sur le programme d'action aujourd'hui qui s'intitule Indigne-toi. Et ça nous semblait pertinent et de proposer ce matin une communication autour d'un certain nombre d'éléments de cette recherche. Le jour en fait de la journée contre la précarité énergétique. Alors, voilà comment le webinaire va se dérouler. On va avoir en fait pendant quelques minutes une ouverture et une introduction, une présentation du Secours catholique Caritas France par Guillaume Almeras, de la chaire Hope de la Fondation Grenoble INP par Régis Largillier, et puis de Réseau Éco-Habitat par Catherine. Et puis, je dirais un deuxième temps qui va être le temps de présentation de ces éléments de la recherche. Et puis, on a prévu à peu près 20-30 minutes d'échange, de questions après pour le coup, après cette présentation. Voilà. Si pendant les présentations, vous avez des questions ou des réactions, il ne faut pas hésiter à utiliser la fonction chat. On pourra, une fois la présentation terminée, je dirais, répondre aux questions. Les applications. Par ailleurs, pendant le temps de questions-réponses, je leur dirai tout à l'heure, mais la convention la plus simple sera soit de lever la main, c'est possible maintenant avec Zoom, soit d'ouvrir son micro. En fait, c'est une convention qui se fait parfois dans certains webinaires. Voilà. Il y a juste un ou deux petits principes, je dirais, à suivre dans des webinaires, mais je pense que les uns les autres, on commence à être largement habitués. C'est juste de faire attention, de bien éteindre son micro pendant les différentes présentations. Voilà. Écoutez, sans attendre, je propose peut-être que l'on débute l'ouverture et puis je propose de tout de suite donner la parole à Guillaume pour le Secours catholique Caritas France. Merci beaucoup à tous. Donc, je vais présenter rapidement le Secours catholique et puis la raison de notre implication dans ce projet. Le Secours, on est un acteur généraliste de lutte contre la pauvreté sur des thématiques très variées autour du logement, des migrants, des prisonniers, des questions de travail, de l'accès aux vacances, avec à peu près 60 000 bénévoles et un peu moins de 1000 salariés acteurs sur l'ensemble du territoire. Ça fait de nombreuses années qu'on est engagé sur les questions de précarité énergétique à partir de l'entrée des impayés. C'est-à-dire qu'on a payé beaucoup d'impayés de factures de chauffage, d'électricité, et notre projet associatif vise à travailler sur les causes et d'apporter des réponses structurelles. Et c'est pour ça qu'on a travaillé, on a abouti sur des enjeux de rénovation des bâtiments pour éviter ces surfacturations. Et puis, ça rejoint des enjeux écologiques qui sont pour nous importants d'allier cette question sociale et écologique. Le deuxième élément que je voulais partager, c'est que le Secours catholique est un acteur engagé dans l'économie solidaire depuis de nombreuses années. Son origine, certainement, si on prend l'économie solidaire comme une façon de faire économie ensemble, et puis sur des logiques de finances solidaires, et ce qui a abouti à souhaiter vouloir nous engager et pour expérimenter un contrat impact social avec Réseau Éco-Habitat, qui fait partie du réseau Caritas France, qui est la famille partenaire du Secours catholique. Et on est dans des logiques autour de l'ESS, de coopération territoriale, puisqu'on est des acteurs essentiellement bénévoles. C'est important pour nous, pour avoir de l'impact sur un territoire, de pouvoir travailler avec des structures plus professionnelles. Et le troisième point qui nous caractérise, avec les personnes qu'on accompagne en précarité et nos bénévoles, on a beaucoup eu le slogan que vous connaissez, qui est « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Donc cette logique qu'on a de vouloir travailler avec l'Institut Godin, avec Réseau Éco-Habitat, de partager avec la Fondation, c'est important. Et ce qu'on a pu demander à l'Institut Godin, c'est de nous accompagner sur
Ben, si on veut ensemble aller plus loin, c'est important qu'on puisse raconter, se dire où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller, et donc cartographier un peu notre chemin. Et c'est ça que je suis du coup aujourd'hui au nom du Secours catholique, ravi de pouvoir partager avec vous en me permettant à ce qu'un tiers nous raconte où est-ce qu'on est pour continuer d'avancer ensemble. Merci à vous. Merci beaucoup, Guillaume. Régis Largillier, donc de la chaire Hope. Alors, j'ouvre hop ton PowerPoint. Oui, bonjour, merci et merci à tous les participants d'être là ce matin. Je vais pas passer beaucoup de temps, mais je vais quand même présenter la chaire Hope parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de la table qui ne savent pas exactement ce que c'est. Donc, si on passe au slide suivant, juste montrer que la chaire Hope, c'est une initiative qui a été lancée il y a 3 ans avec la Fondation Grenoble INP et un certain nombre de partenaires, qui ce soit des collectivités territoriales, des industriels, des financiers, le monde de l'industrie, d'une manière très large, de l'énergie, et également des acteurs de l'économie locale, comme des pôles de compétitivité, dont l'idée, c'est de dire, mais finalement, la précarité énergétique, c'est quelque chose, d'un phénomène qui est très large, qu'on ne peut pas réussir la transition écologique, la transition énergétique si on laisse 20% de la population au bord de la route. Donc, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire pour engager plus de monde dans la lutte contre la précarité énergétique, en particulier des acteurs qui ne sont pas vraiment engagés aujourd'hui, qui aimeraient s'engager, comme le monde académique, le monde économique, qui n'est pas vraiment engagé. Là, on a des industriels qui s'engagent, mais c'est beaucoup plus sur la façon de traiter la philanthropie ou leur aspect RSE des entreprises. Mais ce qu'on aimerait dire, c'est plutôt que les activités économiques des entreprises s'intéressent à la précarité énergétique. C'est ça l'idée de départ qui a été lancée donc avec beaucoup de recherche d'innovation, non pas forcément technologique, peu technologique, mais beaucoup d'innovation sur les modèles de gouvernance, les modèles économiques, sur les modèles de travailler ensemble, de collaboration, et qu'il faut revisiter. Donc, on a ciblé, si on passe à la slide suivante, qui c'est le 3e slide, je n'aurai pas plus de slides que ça, on a ciblé, donc, on a 2 missions, notre conseil stratégique nous a confié 2 missions, faire avancer la connaissance de la précarité énergétique pour éclairer l'ensemble des acteurs sur ce qu'est la précarité énergétique, au-delà de ce qui est connu de manière très traditionnelle sur les passoires thermiques et puis l'isolation, mais il y a peut-être d'autres choses qui intègrent la précarité énergétique sur lesquelles on a besoin de mieux savoir. En particulier, il y a le lien précarité énergétique et santé dans le logement, avec l'ambition, la forte ambition qu'on avait, c'est-à-dire aujourd'hui, le logement, c'est un enjeu sanitaire de la santé publique. Et ça, il faut qu'on se l'approprie et qu'on ne pourra pas lutter contre la précarité énergétique si on ne s'intéresse pas à l'aspect santé et sanitaire des personnes qui vivent en précarité énergétique. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect lié à la double précarité, mobilité, logement. Quelqu'un qui ne peut pas mettre de l'essence dans sa voiture, c'est également de la précarité énergétique. Puis souvent, ce sont les mêmes qui n'arrivent pas à payer le chauffage. Donc, c'est comment on s'interface avec tout ça. Et le troisième axe qu'on nous a demandé de travailler, c'est justement les leviers de la mobilisation au sujet de la précarité énergétique. Et c'est exactement dans ce cadre-là qu'on a trouvé très opportun, très intéressant de s'associer avec le Secours catholique et demander à l'Institut Gaudin de s'appuyer sur l'expérience REH justement pour essayer d'éclairer et de mieux comprendre les leviers de mobilisation de l'ensemble des acteurs d'un territoire pour pouvoir s'engager dans la lutte contre la précarité énergétique. Deuxième mission qu'on nous confie, c'est de porter cette connaissance sur le terrain, justement pour mobiliser, sensibiliser, mobiliser et mettre en action un certain nombre d'acteurs. Et on va dire qu'on a un fort succès aujourd'hui avec la première tranche qui est sur le slide, qui est les étudiants, puisque du coup, on est en train de lancer
une action, une dynamique étudiante qui est très très forte, qui réunit des étudiants de multidisciplinaires, que ce soit des sociologues, que ce soit des philosophes, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des urbanistes, des architectes, qui sont tous en train de travailler ensemble, de former un réseau en disant mais finalement la précarité énergétique, c'est quelque chose qu'il faut qu'on rajoute dans nos études parce que ça donne du sens à ce qu'on fait, à nos technologies, à ce qu'on étudie. Et puis nous étudiants, on sera les futurs décideurs de demain. Donc si on n'intègre pas ça déjà tout aujourd'hui, il y a peu de chances que la précarité énergétique soit éradiquée. Voilà. Et puis après, les acteurs du territoire, bien sûr, les associations pour mieux comprendre les relations qu'il y a entre santé, comment engager les acteurs de la santé avec, bon, j'aurais plein d'exemples à citer, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Tous les acteurs économiques et les entreprises techno qui se disent, nous, on est capable de faire des choses. C'est de quoi vous avez besoin pour lutter contre la précarité énergétique. Et bien sûr, dernier point essentiel, c'est les décideurs politiques et économiques. Et je dirais que là-dessus, un des plus grands succès de HR Hope, c'est d'avoir engagé le ministère de la Santé dans la lutte contre la précarité énergétique sur plusieurs aspects, sur des projets qu'on mène avec lui, et également le fait qu'il soit parrain aux côtés d'Emmanuel Vargon, ministre du Logement, de cette journée nationale contre la précarité énergétique. Voilà un petit peu ce que c'est que la HR Hope et pourquoi on est là aujourd'hui. Et j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Régis. Catherine, qui représente ce matin Réseau Ecohabitat. Alors, je vais juste faire une petite manipulation, Catherine, parce que je dois te mettre en co-animateur. Voilà, c'est fait pour que tu puisses, pour que tu puisses partager ton écran pour ton ouverture et ta présentation. D'accord. Alors, je partage. Est-ce que vous voyez devant vos yeux ébahis une très belle photo? Non, pas encore. Non. Ça va venir. C'est venu? Non. Bon. Retourne sur le Zoom. C'est marqué aucun élément à afficher. Par contre, on a le nom de la photo. Vous avez le nom de la photo? Voilà, on a le nom de la photo. Sur le... Retourne sur Zoom. Excusez-moi. Alors, je retourne sur Zoom. Contrôle de la réunion. On fait arrêter là-haut. Arrêter. Nouveau partage. Nouveau partage, d'accord. Ouais, bon. Allez, hop. Voilà. C'est bon. C'est bon? Très belle photo de Franck pour commencer. Voilà, c'est parti. Voilà. Bon, bonjour à tous et à toutes. Je suis Catherine Ferrieux. Je travaille maintenant avec Franck Billot de Réseau Ecohabitat depuis presque 2 ans. Et comme Franck s'excuse, il ne pouvait pas être là ce matin pour cause de plusieurs choses très bouillantes, chaud bouillantes, le jour de la journée de la précarité énergétique, mais il vous salue. Et je voulais commencer avec cette photo, déjà pour ceux qui ne connaissent pas forcément Réseau Ecohabitat et Franck, pour partir de l'étincelle, du regard et du sourire qu'il y a eu entre un bénévole et Franck Billot, ici, donc tous deux issus du Secours catholique. En fait, pourquoi? Parce que Réseau Ecohabitat est né du cerveau de Franck Billot, mais aussi de cette étincelle entre le Secours catholique et Franck Billot. Franck aime rappeler qu'il est parti d'un double constat, qui était que 25% des aides financières du Secours catholique passaient à aider les ménages très pauvres à payer leurs factures d'électricité. Et donc, le Secours catholique était un client fantastique de Engie, EDF, Total et compagnie. Que ça ne devait pas être comme ça. Et d'un autre constat aussi important, qui est qu'en France, on a un État plutôt social par rapport à d'autres pays européens, et qu'il y a plein de dispositifs publics. Il y a l'ANA, il y a le PIG, il y a l'OPA, il y a le CITE, etc., etc.
Et donc, de ces deux constats, il a fait sa conversion, on va dire. Il s'est dit non, c'est pas possible. Moi, je veux pas m'arrêter là. On va faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'est né Réseau Ecohabitat en 2014. Pour aider donc un public, et là je voulais partager une autre photo, mais je vais m'arrêter là, un public très précis qui est le public des familles en difficulté, de propriétaires occupants en très grande difficulté. Donc là, il y avait aussi une question d'éveil des consciences, puisque les gens pensaient qu'il n'y avait que des locataires qui étaient pauvres. Eh bien non, en fait, on a vu que ce n'était pas vrai et qu'il y avait aussi beaucoup de propriétaires occupants pauvres. Parmi ces propriétaires occupants, Franck, les bénévoles du Secours catholique ont éveillé nos consciences pour voir qu'il y avait énormément de gens qui passaient en deçà des radars de l'État, puisque les personnes que nous accompagnons ont un revenu fiscal de référence de 7 000 € par an, par foyer, ce qui est 2 à 3 fois plus bas que ce que l'ANA appelle les très modestes. Et donc, je vais faire vite, mais l'ANA nous a reconnus récemment comme opérateurs précisément pour ça, parce qu'on va chercher des gens que l'État ne savait pas aller chercher. Donc, ensemble, on va plus loin, comme l'a répété Guillaume Almeras de manière liminaire tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord. Grâce au soutien sans faille du Secours catholique et au soutien de l'ANA, nous avons pu commencer, et je pense que Nicolas Chauchefoy va en parler tout à l'heure, un contrat à impact social entre l'ANA, le Secours catholique et Réseau Ecohabitat qui nous engage, nous, Réseau Ecohabitat, à faire 200 chantiers de rénovation lourde chez des personnes très, très, très modestes d'ici 2025. Et ça, grâce au soutien financier du Secours catholique et plus que financier, moral. Dernière chose que je voulais citer, donc nous sommes en partenariat avec le Secours catholique national, mais aussi au niveau local et régional, puisque nous portons le projet conjointement qui s'appelle Indigne-toi, qui va repérer de plus en plus de propriétaires occupants très modestes dans les Hauts-de-France. Et le reste du national n'est pas un reste. Voilà. Donc, je vais vous repasser la parole et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Régis et merci beaucoup Catherine. Merci beaucoup, je vais pouvoir reprendre la main sur l'écran. Bien, sans attendre, ce que nous vous proposons, c'est de passer à la deuxième partie de ce webinaire, qui est la présentation d'un certain nombre d'éléments de la recherche qui est menée depuis un certain nombre d'années, et on va revenir dessus tout de suite. Ce que l'on voulait faire au départ, c'était en fait de vous proposer de replacer en fait cette recherche dans l'ensemble des activités de l'Institut Godin. À l'Institut, nous avons deux grands métiers. Un métier qui est la recherche, la production de connaissances, ce qu'on appelle la recherche scientifique, et puis ce que l'on appelle le transfert, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut mobiliser des éléments de connaissances scientifiques et de construire un certain nombre je dirais, de services, de méthodes, de dispositifs avec les acteurs économiques, et c'est ce qui va plutôt apparaître en orange sur le schéma. Ces deux grands métiers, en fait, ils sont mis en musique aujourd'hui dans un projet stratégique qui s'appelle le projet Edison, et qui est financé en Hauts-de-France, par le SGAR Hauts-de-France, par le Conseil régional Hauts-de-France, mais aussi par les fonds européens, et notamment par le FEDER. Voilà. Alors, cette recherche qui est menée depuis un certain nombre d'années, je dirais d'abord spécifiquement sur Réseau Ecohabitat et puis de manière plus large ensuite sur le programme Indigne-toi, fait partie en fait, je dirais, du volet plutôt bleu de l'activité de l'Institut, ce que l'on appelle plutôt la recherche appliquée. Alors, vous dire tout de suite qu'en fait, c'est une recherche qui comporte deux étapes. Une première étape qui a eu lieu entre 2018 et 2019, et qui est une étape
qui visait en fait à produire de la connaissance pour le coup et de la compréhension, comme l'a dit Guillaume en ouverture, sur l'action. Alors en interrogeant en fait les grandes logiques mises en œuvre, aussi parce que ces dernières peuvent faire l'objet d'applications à d'autres domaines liés à la précarité énergétique. Alors c'est une étape en fait qui a donné lieu à une édition, à un rapport de recherche. Alors, ce rapport de recherche, il est en ligne. Il est assez facilement, on le trouve assez facilement. Il est en ligne sur le site de Secours catholique Caritas France. Et donc, pour avoir accès, il suffit de prendre n'importe quel moteur de recherche et de taper, par exemple, les mots Institut Gaudin, Réseau Ecohabitat. Vous tombez directement dessus. Ou alors, vous allez sur le site de l'Institut Gaudin, le site ressources, c'est quelque chose, vous pouvez également finalement l'avoir. Voilà, on pourra, suite à ce webinaire, pour le coup, envoyer le lien à l'ensemble des participants. Vous dire que c'est un webinaire qui est enregistré parce qu'un certain nombre de personnes inscrites nous ont dit qu'elles ne pouvaient pas être là ce matin parce qu'effectivement, le jour de la journée nationale de lutte contre la précarité énergétique, il y a une forme d'embouteillage, si je puis dire, des manifestations. Ce n'est pas du tout un souci et du coup, c'est un webinaire qui pourrait être visionné et revu après coup. Alors, en fait, les éléments de discussion qu'on vous propose ce matin proviennent de cette première étape et de ce document, mais il a fallu faire des choix parce que comme tout webinaire, il a un temps contraint et on ne voulait surtout pas dépasser au-delà de 10h30. Donc avec mes collègues qui vont prendre la parole avec moi ce matin, Yannick et Thibault, on a dû faire des choix en fait dans ce rapport. On va vous présenter ensuite la structure de la présentation et pour le coup, Catherine, on ne parlera pas du contrat impact social pour le coup, qui se situait en fait dans cette étape 1 plutôt à la fin du rapport. Voilà. Et vous dire en fait qu'en 2021, on a mené cette étape 2, finalement, la deuxième étape de la recherche, qui est financée par le Secours catholique Caritas France et par la HR Hope de la Fondation Grenoble INP. Alors, c'est une étape, je dirais, qui touche à sa fin, mais qui est encore en cours et qui a deux grands objectifs. Régis en a parlé tout à l'heure, c'est de rendre intelligible et compréhensible les ressorts sociaux de la coopération chez les nombreux partenaires. On va commencer à en donner une certaine vision du programme #Indigne-toi et de travailler, d'analyser les changements qu'ils peuvent pour le coup rencontrer. Mais c'est aussi d'objectiver, alors on a écrit objectiver l'incidence économique et l'évolution des conventions de valorisation structurant la filière de la précarité énergétique. Pour le dire simplement, en fait, c'est d'essayer de comprendre comment les uns et les autres valorisent, chacun à leur place finalement, leur participation dans le programme #Indigne-toi. Voilà. Et le choix qui a été fait est de potentiellement, ce matin dans le webinaire, d'amener un certain nombre d'éléments qui ont été travaillés dans cette étape 2, mais cette étape 2 n'est pas terminée parce que nous avons encore toute une grande journée de travail cette fois-ci avec tous les partenaires de cette recherche pour je dirais, présenter l'ensemble des éléments, et c'est une journée qui n'a pas encore eu lieu. Donc, dans ce webinaire, en fait, on se concentre principalement sur l'étape numéro 1. Alors, l'étape numéro 1, pour vous donner un ordre d'idée, on a fait pas mal de revues de littérature, on a fait quelques entretiens, je crois un peu moins de 5 entretiens. Dans l'étape 2, on a fait plus d'une trentaine d'entretiens, pour le coup, auprès des différentes parties prenantes du projet. Donc, on va insérer quelques éléments de cette étape 2, mais cette étape 2, en fait, elle va aboutir sur, je dirais, un nouvel écrit, une nouvelle édition et une nouvelle diffusion pour le coup, et pourquoi pas il pourrait y avoir un autre webinaire sur la deuxième étape de cette recherche. Alors, voilà ce que l'on vous propose pour ce matin. Une structure en 4 points et qui ont été repris en fait de ce document et de cette recherche. D'abord, tout un point sur le contexte d'émergence du programme Indigne-toi qui va être fait par mon collègue
Thibault, et puis tout un point sur l'analyse d'une politique publique qui, comme toute politique publique et comme toute action, n'est pas sans limite, par Yannick, mais aussi par Thibault. Et dedans, on va notamment retrouver un certain nombre d'étapes, en fait, qui doivent être menées, voire on pourrait même presque dire franchies par les personnes pour avoir accès finalement à un certain nombre de dispositifs et d'éléments, et on montrera toutes les difficultés qu'il y a et qui explique aussi toute la pertinence en fait de l'action de Réseau Éco-Habitat, du Secours catholique Caritas France dans ce couple autour du programme #Indigne-toi. Et donc, on arrive sur le troisième point qui est la coordination plurielle avec 4 types de coordination que pour le coup, je vous proposerai. Et puis ensuite, un 4e point où on a retenu, pour le coup, dans, je dirais, l'ensemble des enseignements qui sont proposés dans le document, 4 points. On s'est dit, on va être sur 4 points et ce sera pas mal pour le temps imparti d'enseignement, parce que finalement, c'est un projet qui nous enseigne beaucoup sur l'innovation en général et sur l'innovation sociale en particulier. Et donc, il y a un certain nombre de points qui me paraissaient relativement intéressants de discuter. Voilà pour les 4 points que l'on va dérouler tout de suite. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Merci de bien faire attention à avoir vos micros pour le coup éteints. Voilà, et on commence tout de suite par le contexte d'émergence. Oui, bon alors, bonjour à tous et à toutes et à tous, pardon. Alors, pourquoi revenir sur le contexte d'émergence ici, et plus particulièrement la définition du problème public de la précarité énergétique? C'est parce que selon nous, ça permet vraiment de comprendre d'où vient REH et la pertinence de REH et quelque part sa réussite. C'est-à-dire que, mais on pourra revenir dessus, l'analyse du problème public de la précarité énergétique nous permet de voir que finalement REH colle parfaitement à la définition de ce problème public. Il correspond parfaitement à sa définition et on le verra également par la suite. Il répond aux difficultés, aux limites que connaissent les dispositifs et politiques publiques qui font face à ce problème. Donc, bien comprendre REH, sa pertinence et voilà, qu'est-ce qui fait qu'il a émergé déjà et qu'il constitue une réussite, nécessite de passer par cette analyse. Alors, le problème de la précarité énergétique, il apparaît vraiment sous sa forme actuelle à la fin des années 2000. Alors bien sûr, ce n'est pas un problème public qui sort d'un chapeau. Il a connu, voilà, il s'est construit au long cours à travers différents jalons. Déjà, il part d'un cadre législatif préexistant qui est très lié à l'insertion et aux politiques sociales du logement qui sont construites à partir des années 80. Il a commencé un petit peu à émerger, notamment avec les mobilisations autour du droit à l'énergie à la fin des années 90. Et il a été aussi poussé notamment par l'action de l'ADEME à partir du début des années 2000, qui ont commencé à mettre en avant ces questions autour notamment d'une série de publications, de rapports sur les difficultés économiques de certains ménages en matière d'économie d'énergie et sur leur comportement de consommateurs, notamment dans la perspective de les modifier. Mais voilà, la précarité énergétique, telle qu'on la connaît actuellement, c'est vraiment en 2009-2010 que le terme même apparaît et que la manière de le penser va vraiment se concrétiser, s'établir. Il va se former au sein de la scène du Grenelle de l'environnement en 2009, à travers un groupe de travail qui s'appellera d'ailleurs Plan Bâtiment Précarité énergétique. C'est vraiment à partir de ce moment-là que le terme apparaîtra dans l'espace public. C'est au sein de ce groupe de travail que va être établie la définition qui sera reprise et qui est depuis la définition officielle de la précarité énergétique, qu'on le retrouve dans la loi dite Grenelle 2 de juillet 2010 et que vous retrouvez à l'écran. Donc, est en situation de précarité énergétique au titre de la présente loi une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. Voilà, donc une définition des grandes causes qui sont identifiées à l'époque, sans qu'elles soient hiérarchisées. On a à la fois la mauvaise qualité du bâti, la faiblesse des revenus des ménages et le coût croissant de l'énergie qui sont posés comme grandes causes de ce problème public. Là, il n'y a pas de débat. Et il y a aussi un périmètre à travers un appareillage et des indicateurs statistiques qui est posé à cette époque,
où là, le consensus sera un peu plus long à établir, mais grosso modo, on définit la précarité énergétique et les ménages qui sont précaires énergétiques à travers un mix d'indicateurs qui vont être à la fois des indicateurs monétaires, notamment le taux d'effort, le pourcentage de revenus qui vont être consacrés aux frais d'énergie, et des indicateurs non monétaires, notamment subjectifs, comme la déclaration du fait de souffrir du chaud ou du froid sans pouvoir y remédier. Donc voilà, vraiment une définition des causes, un périmètre qui s'établissent à la fin des années 2000. Et voilà, et avec la structuration d'un appareillage statistique et d'études, notamment à travers la mise en œuvre de l'Observatoire national de la précarité énergétique à cette époque. Et donc, un mouvement qui s'enclenche de médiatisation de la notion et de mobilisation, notamment du mouvement associatif autour de la précarité énergétique. C'est la slide suivante. Et voilà, et une notion qui va aussi se diffuser à travers l'émergence de nouveaux métiers, comme les conseillers info-énergie au sein des espaces info-énergie mis en place par l'ADEME à partir là aussi des années 2000. Et voilà, une place croissante de la question énergétique dans la formation et l'activité des travailleurs sociaux. Bien comprendre que la précarité énergétique, aujourd'hui, elle fait sens commun, c'est une notion qui est relativement évidente maintenant, mais on a tendance à oublier, mais c'était une notion il y a eu un travail d'acculturation finalement et qui n'est pas vieux sur qu'est-ce que c'est que la précarité énergétique, qu'est-ce qu'on met derrière et comment on s'en saisit de manière pratique. On le voit à travers la littérature et même à travers nos expériences. Je pense que pour les plus anciens autour de la question, il y aurait beaucoup d'anecdotes à raconter, mais finalement, c'était une notion qui n'a pas été… notamment les travailleurs, les praticiens, les gens au contact des publics, c'était une notion pour eux qui n'était pas forcément évidente au début des années 2010. Et voilà, il y a eu tout un travail de qu'est-ce qu'on met derrière, comment on définit cette notion, qui sont les ménages concernés. Donc voilà, ça a été un travail qui aujourd'hui, on peut dire, est fait et la notion fait sens commun aujourd'hui de la précarité énergétique. Voilà, donc tout ce travail d'acculturation à travers la mobilisation du secteur associatif, l'émergence de nouveaux métiers. Et enfin aussi une notion qui apparaît de plus en plus, qui apparaît vraiment à partir des années 2010 en dur, notamment dans les grands plans de financement mis en œuvre par l'État. Avec, dans les années 2010, il y a eu le grand emprunt et voilà, le lancement aussi de la politique du logement, de la politique de rénovation énergétique à travers l'ANA. Il y a eu le plan de rénovation énergétique de l'habitat en 2013 et pour le plus récent, c'est le plan de rénovation énergétique du bâtiment en 2018, où c'est indiqué tel quel, la rénovation énergétique devient une priorité nationale. Donc voilà, vraiment une notion et un problème qui apparaît de plus en plus en dur et de manière large et très médiatisée dans l'espace public. Mais en face, voilà, des politiques publiques et des dispositifs qui sont multiples, variés, et tu peux passer s'il te plaît, multiples, variés, et qui vont mettre, qui vont impliquer un très grand nombre d'acteurs. L'État national, l'État en région et sur les territoires, les collectivités territoriales et un grand nombre d'acteurs privés classiques ou privés associatifs. À travers un grand nombre de dispositifs, quelques dispositifs nationaux qui sont les principaux dispositifs qui font face à la question de la précarité énergétique, sur le chèque énergie, les certificats éco-énergie et donc Habiter mieux. Mais aussi un grand nombre de dispositifs locaux mis en place par des collectivités locales avec des partenaires privés, là aussi associatifs, qui fait qu'on se retrouve avec un millefeuille de dispositifs qui ne sont pas forcément peu connus, en tout cas une cartographie de dispositifs qui est peu accessible pour le grand public et notamment pour les ménages les plus précaires. On voit aussi que c'est l'occasion de mise en œuvre de politiques publiques qui vont être à destination de professionnels. On pense notamment ici à travers le label RGE notamment, à tout le champ de l'artisanat autour de la rénovation du bâtiment. Où on voit que ce sont des politiques qui sont presque une politique de structuration de l'offre et qui donc vont créer des opportunités économiques pour des acteurs de la rénovation énergétique, des artisans, mais aussi pour tout un pan du secteur associatif, que ce soit du logement, du champ du social ou du champ de l'environnement, qui vont se mettre en œuvre ces politiques. Donc vraiment, des modalités de financement pour un grand nombre d'acteurs économiques. Et finalement, une société civile et un champ associatif qui vont être mis un petit peu en tension entre différentes fonctions
une fonction d'interpellation. Finalement, le problème public, que ce soit du logement et maintenant de la précarité énergétique, ça a toujours été mis en œuvre et poussé par des acteurs associatifs. Dès les années 50, les pactes ARIM à l'époque déjà se sont structurés à cette époque autour du problème public du mal logement. Donc voilà, des acteurs associatifs qui poussent à travers des interpellations, des manifestes, tout un ensemble de mobilisations, mais aussi un champ associatif qui vont être mis à contribution en tant que gestionnaire finalement de ces dispositifs et de ces politiques publiques. Et avec parfois, même pour certaines structures directement en leur sein, une tension entre interpellation et gestion. Et on voit aussi la société civile va être mise à contribution, et c'est là aussi ce qui nous permet de raccrocher avec des acteurs comme le Secours catholique. Les acteurs du caritatif vont être de plus en plus mobilisés à travers une augmentation finalement de la demande d'aide pour les impayés. Voilà, donc Madame Ferrieux l'a signalé tout à l'heure, le Secours catholique a été, à partir des années 2000, la demande d'aide pour impayés a explosé au sein des délégations du Secours catholique. Donc aussi tout un pan de la société civile qui se retrouve mobilisé autour de cette question de fait, parce que les publics les publics avec lesquels ils sont en contact sont de plus en plus concernés par ce problème. Et on voit pour ce qui concerne le Secours catholique, donc cette question des impayés et aussi la question du développement durable qui est de plus en plus mise en avant, mais aussi d'un point de vue idéologique, sans connotation négative, mais avec notamment l'encyclique Laudato Si, qui va mettre vraiment en avant ce besoin d'aller vers cette question du développement durable et intégral. Voilà pour le champ un petit peu de l'ensemble des politiques publiques. Pour ce qui concerne Réseau Ecohabitat et Indigne-toi, on voit que ça va vraiment s'insérer dans une politique publique particulière qui est Habiter mieux, la politique publique de rénovation énergétique mise en place par l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Donc c'est vraiment une politique publique qui a été forgée à la suite de l'établissement de ce problème public. Elle apparaît en 2010, donc ce programme apparaît en 2010, Habiter mieux. Et c'est pas justement, c'est une politique publique qui va être un petit peu typique des nouvelles politiques publiques et de la modernisation des politiques publiques qui est mise en œuvre depuis grosso modo les années 2000. C'est une politique publique qui ne va pas être directement mise en œuvre par l'acteur public, par l'État, mais qui va passer à la fois donc par une agence spécifique et non pas par un ministère, l'ANA, et qui va être déléguée à des opérateurs privés, aussi bien privés classiques qu'associatifs, donc des opérateurs au statut et aux valeurs variées. Donc ces opérateurs vont avoir pour mission de mettre en œuvre concrètement cette politique. Ils vont avoir la charge de réaliser un diagnostic du logement, d'assister à l'élaboration des dossiers de financement et de suivre le projet, de suivre les ménages. Voilà, que ce soit dans le cas en gros, il y a deux modalités dans lesquelles cette politique est mise en œuvre, en secteur dit programmé, à travers des grandes opérations, des programmes d'intérêt généraux, les PIG, ou les opérations d'amélioration de l'habitat, les OPAH, mises en œuvre par les collectivités, ou en secteur dit diffus, où n'importe quel ménage qui souhaite faire la rénovation de son logement va pouvoir contacter, faire appel à ces opérateurs pour bénéficier d'un financement et d'un suivi de la rénovation de leur logement. Mais voilà, ce qu'on va voir, c'est que finalement, cette politique, sa mise en œuvre va rencontrer tout un ensemble de difficultés et va avoir notamment pour difficulté de toucher les ménages dans les difficultés les plus précaires. Oui, alors bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, ça a été dit plusieurs fois en introduction, mais cette politique publique et ces dispositifs, en fait, ne sont pas sans limite, et notamment sur la question de leur accessibilité, en fait, aux publics les plus précaires. Et en cela, en fait, cette politique, elle ressemble beaucoup à d'autres politiques publiques, notamment parce qu'elle demande, en fait, de la part de ses bénéficiaires, une certaine activation, en fait, c'est-à-dire en fait de mener des démarches, de faire des choses pour pouvoir bénéficier de cette politique publique et ces dispositifs. Dans le cadre en fait d'une procédure ANA, l'usager il a à sa charge plusieurs démarches comme trouver une entreprise, faire des devis, les comparer, transmettre un ensemble de documents administratifs, des autorisations à aller chercher, etc., etc. Donc, en fait, ces ensembles de démarches, en fait, ça demande une certaine autonomie de la part des usagers, un certain nombre d'organisations, d'accès à des documents administratifs, etc., etc.
Et effectivement, ces démarches, elles demandent une posture active, d'être autonome, ce que certains groupes sociaux ont du mal en fait à réaliser pour pouvoir accéder à une procédure ANA. Donc en fait, c'est ce que nous raconte très bien une salariée de Réseau Ecohabitat qui était une ancienne opératrice ANA. Elle nous dit voilà, en fait, pour ces familles-là, donc les plus en difficulté, trouver une entreprise, c'est des démarches longues, on n'a pas les devis dans les temps. C'est des familles qui ont du mal à faire seules ces démarches, puisqu'il faut aller voir la mairie quand il faut changer les menuiseries, il y a les autorisations d'urbanisme à demander, donc des démarches administratives à faire, des déclarations préalables. Donc administrativement, c'est lourd, il faut aller chercher des papiers et des fois, c'est compliqué pour ces familles. Donc évidemment, on sait, et là on peut se baser sur tout un tas de travaux, notamment en sociologie, on sait que tous les groupes sociaux en fait ne sont pas disposés de la même manière à gérer les questions administratives, à collecter un ensemble de papiers, à les organiser, à faire certaines démarches, à comparer des devis, etc. Et donc cette procédure, elle est complexe pour certaines populations, et notamment les populations les plus précaires. Voilà. Donc, en fait, elle se heurte à la réalité sociale d'un certain nombre de groupes sociaux. Par ailleurs, et c'est le deuxième élément qui explique un certain nombre de limites de cette politique publique, c'est que les opérateurs ANA, dont vous a parlé Thibault, donc qui sont sous statut associatif ou tout simplement opérateurs privés classiques, entre guillemets, eux-mêmes sont pris dans des logiques gestionnaires et managériales qui ne les incitent pas forcément et pas nécessairement à s'engager dans des dossiers complexes. Donc, par dossier complexe, en fait, il faut comprendre dossiers qui sont portés par des ménages en situation de précarité, etc. etc. Alors, les opérateurs qu'on a interrogés nous disent très bien, en fait, en tant qu'opérateur, on a la pression de la collectivité de l'ANA, il faut produire vite, il faut faire du dossier, c'est du chiffre à faire. Puisqu'effectivement, en fait, les opérateurs ANA sont payés au nombre de dossiers qui sont déposés. Et donc, plus les dossiers sont complexes à réaliser, donc plus ils demandent de temps, et donc moins ils sont rentables pour les opérateurs ANA. Et donc, c'est ce que nous dit aussi la même en fait, ancienne opératrice ANA. Elle nous dit voilà, en fait, c'est ça la contrainte de l'opérateur. On doit rendre des comptes très régulièrement du nombre de dossiers qu'on produit. Et précisément, ce genre de famille nécessite du temps et on ne nous donnait pas le temps d'aller vers ces familles. Et en même temps, l'ANA, donc on voit bien une forme d'injonction contradictoire, nous disait oui, il faut sortir de l'habitat indigne des familles avec très très peu de revenus. On a besoin de faire du chiffre, on voit bien que la case n'est pas remplie. Donc on voit bien en fait dans ces propos qu'il y a une forme d'injonction contradictoire. Ce que je dis, c'est-à-dire en même temps aller chercher des familles, puisque c'est un des objectifs de l'ANA, aller chercher des familles qui sont en grande précarité, et en même temps, les opérateurs ANA n'ont pas le temps et le loisir de s'occuper de ces dossiers qui demandent de l'énergie, qui demandent de l'accompagnement. Et donc, la plupart du temps, effectivement, ces familles ne sont pas accompagnées dans le cadre des opérations ANA. Et donc, effectivement, ça nous est confirmé par un autre propos. On nous disait, les dossiers compliqués, on les laissait tomber, et les plus simples, on les faisait. Puisqu'effectivement, là, pour les dossiers compliqués, parfois, il fallait chercher des financements complémentaires. Voilà, on nous disait, moi, je n'avais pas le temps d'aller chercher ces familles-là. Alors, on voit bien que précisément, l'objectif de Réseau Ecohabitat, c'est d'aller chercher ces familles qui sont les plus dans le besoin, qui sont effectivement une des cibles qui ne sont pas touchées par Réseau Ecohabitat. Donc voilà, le but, c'est ce que nous disent les propos des gens auprès de qui on a mené des entretiens. Voilà, c'est une cible pour l'ANA qu'elle n'arrive pas à atteindre. Nous, on propose avec des modalités spécifiques, donc notamment de l'accompagnement. Donc donnez-nous les moyens pour le faire, on voit bien que c'est possible. Et donc à l'époque, on avait mené des entretiens, donc au moment où Réseau Ecohabitat n'était pas encore opérateur ANA, on nous disait l'objectif aujourd'hui, c'est de gagner du temps dans le dépôt des dossiers pour effectivement accélérer ces procédures et faire en sorte que ces familles puissent disposer des dispositifs ANA. Donc là, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de s'arrêter un peu plus spécifiquement sur ce que c'est en fait un parcours classique, alors qu'on a un peu schématisé sur ce que c'est une démarche ANA, et vous verrez que sous certains aspects, en fait, ça se présente comme un véritable parcours du combattant, et ça nous semblait important de vous montrer un peu quels sont les freins et les limites de ce parcours classique, et qui explique en grande majorité la raison d'être de Réseau Ecohabitat. Alors, premier point et premier frein, c'est le fait que les opérateurs ANA fonctionnent selon une logique de guichet.
c'est-à-dire qu'en dehors de la communication éventuellement effectuée, en secteur diffus en tout cas, rien n'est mis en œuvre pour repérer et aller chercher les propriétaires occupants en situation de précarité énergétique. Et voilà, et pour le coup, c'est vraiment là, à travers tous les entretiens qu'on a pu faire, la principale limite, c'est celle-là, c'est de ne pas aller chercher ces ménages, et c'est dit même par la conseillère en stratégie territoriale ANA, c'est-à-dire qu'elle dit qu'il faut savoir qu'effectivement, les ménages très modestes, les dispositifs de l'ANA ont, en guillemets, du mal à les toucher, sauf lorsqu'il y a appropriation, je dirais, pleine et entière des collectivités locales, c'est-à-dire sauf quand il y a vraiment une volonté d'une collectivité locale et, voilà, et tout le maillage, notamment des travailleurs publics ou associatifs qui vont être en lien avec ces ménages, qui vont connaître et qui vont pouvoir flécher ces dispositifs, en tout cas indiquer à ces ménages l'existence de ces dispositifs. Sinon, rien n'est fait pour toucher ces ménages, et c'est précisément les ménages qui vont avoir le moins connaissance ou le moins de dispositions pour aller vers faire la démarche d'aller vers ce dispositif. Donc, premier point, logique de guichet. La deuxième grande difficulté, ça va être lors de la première visite avec la prescription technique, où effectivement, voilà, ça c'est dans les modalités d'intervention, les opérateurs ANA doivent évaluer la situation, le bâti et le gain énergétique qu'un programme de travaux pourra permettre. Et ici, effectivement, du fait en une visite et en faisant ce qui est faisable, ils ne sont pas forcément enclins, ou ils ne vont pas forcément être incités à construire un programme de travaux le plus cohérent et le plus efficace possible, et ce qui peut aboutir à un programme de travaux parfois insuffisant et même peu cohérent en termes de durabilité, par souci de faisabilité et de simplicité. Ce qui nous est dit par un opérateur très concrètement, hein. C'est-à-dire que vous avez l'exemple un peu typique où il y aurait eu moyen de faire un programme de travaux plus cohérent, mais voilà, ils se contentent de faire ce qu'il est possible en la matière à travers un truc le plus simple possible, qui est finançable et qui est faisable en un temps donné. Mais voilà, les limites, les contraintes en termes de temps et de financement font qu'ils proposent finalement un programme de travaux un peu au rabais. La troisième principale limite ici, ça va être au moment où les familles, après cette visite technique et un programme qui est établi, les familles doivent aller chercher elles-mêmes les entreprises pour établir des devis. Et finalement, c'est une vraie difficulté déjà de trouver des entreprises qui sont prêtes à se déplacer et à faire des devis raisonnables, c'est-à-dire que ça demande de téléphoner déjà, de prendre contact avec un grand nombre d'artisans, de pouvoir faire un peu le tri, parce que tous les artisans ne se valent pas ou n'ont pas la même appétence et n'ont pas forcément la même, la même politique de tarifs, etc. Donc, ça demande quand même tout un ensemble de compétences et une capacité de prendre du recul. Et c'est une difficulté aussi pour les ménages les plus précaires, les plus en difficulté. Et c'est aussi quelque chose que les opérateurs ANA parfois essayent de faire, mais pas toujours, et parfois avec difficulté, ils ne sont pas forcément censés le faire. Donc c'est bien dit ça, je veux dire, par un opérateur ANA qui nous disait que pour les populations qui sont un peu plus dotées en capital culturel, elles font les démarches, elles commencent les démarches, elles font faire des devis par les entreprises. Mais quand c'est des ménages qui sont en difficulté, ils n'ont pas fait ces démarches, ils ne font pas ces démarches. Et elles opposent à l'opérateur ANA. Moi, je ne connais pas d'entreprise, je ne sais pas qui appeler, etc. Donc, c'est aussi cette étape-là est une vraie difficulté pour ces ménages. Quatrième étape, ça va être vraiment une grosse difficulté ici, ça va être l'évaluation du reste à charge et l'établissement d'un plan de financement. Ici, l'opérateur ANA, il va chercher les financements donc auprès de l'ANA, avec Habiter Mieux, auprès de la collectivité locale qui le finance, et éventuellement auprès d'autres collectivités, départements, agglomérations, et parfois même auprès des caisses de retraite, etc. Mais il y aura toujours un moment à charge pour la famille de trouver des financements complémentaires pour le reste à charge, avec toutes les difficultés que ça peut poser pour des ménages qui, concrètement, sont peu solvables, n'ont pas de moyens, pas d'épargne, très peu de revenus, et donc un reste à charge qui, même s'il n'est pas très fort, dans l'exemple ici, le verbatim qu'on vous a mis, on voit que l'opérateur ANA trouve un plan de financement qui peut aller jusqu'à 80% de subvention.
Mais il restera toujours un reste à charge autour de 20%, même d'un peu moins, mais qui se relève totalement inabordable pour toute une série de ménages. Alors, le cinquième point, en fait, on pourrait se dire, une fois que les travaux sont lancés, tout va bien, le programme est réussi et tout est bon. Et en fait, on se rend compte qu'au moment du lancement des travaux, on se rend compte en tout cas avec les entretiens qu'on a fait, notamment avec les bénévoles du Secours catholique, lors de la deuxième recherche, en fait, que même à ce moment-là, il peut y avoir encore des difficultés qui se posent. Et notamment, en fait, il peut y avoir des conflits en fait, entre les résidents de la maison et les artisans, puisqu'en fait, il peut y avoir des incompréhensions, et des conflits sur tel et tel travaux, sur des choses qui peuvent mal se passer. Et donc, en fait, là, encore une fois, les bénévoles du Secours catholique et cet accompagnement est extrêmement important en fait, pour que les travaux se passent bien et dans de bonnes conditions, et aussi pour favoriser une forme de dialogue en fait, entre les artisans et les ménages qui perçoivent les travaux en quelque sorte. Sixième frein qui nous semblait important à mettre en évidence, c'est que du côté des artisans, ce programme il pose aussi certaines questions, notamment parce qu'il touche les financements publics à la fin des chantiers. Et donc, pour des petites entreprises qui peuvent avoir des difficultés de trésorerie, cette condition peut être un frein dans l'engagement dans ce type de dispositif. Et donc, c'est ce que nous disait un artisan. Alors ça, on anticipe un peu, mais c'est vrai qu'il était particulièrement reconnaissant du fait qu'il y a une caisse d'avance mise en place par Réseau Ecohabitat pour pouvoir intervenir sur ce type de chantier et pouvoir assurer la trésorerie tout au long du chantier. Enfin, dernier élément, c'est le suivi post-travaux. C'est-à-dire que parfois, et encore une fois, certains entretiens nous le montrent assez bien, c'est que certaines familles en fait, sont équipées de nouveaux équipements qu'elles ne maîtrisent pas forcément. Et donc, encore une fois, la présence de bénévoles du Secours catholique, d'un accompagnement spécifique, peut permettre à certaines familles de se servir correctement des nouveaux équipements, mais aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas de panne, d'assurer le suivi, la maintenance de ces nouveaux équipements. Donc, encore une fois, c'est une étape qui est importante, qui est peut-être aussi pas forcément pensée dans le cadre d'un accompagnement classique, mais qui nous paraît important et qui est revenu effectivement à plusieurs fois au cours des entretiens. Alors, ce qui va être proposé, en fait, dans le cadre de l'action, je dirais, de Réseau Ecohabitat, mais aussi plus largement du programme #Indigne-toi, et là, ce qui nous semble être la grande originalité, en fait, c'est la pluralité des formes de coordination qui sont à l'œuvre. Alors, dans le document, en fait, dans le rapport de recherche issu de l'étape 1, le document qui est en ligne, il y a plusieurs schémas, plusieurs pages qui sont consacrées à l'analyse de cette coordination, plusieurs schémas. Alors, avec Yannick et Thibault, quand on a préparé en fait, ce webinaire, on a décidé d'en sélectionner 2 et de ne pas revenir sur l'ensemble des schémas, déjà par rapport au temps contraint, et puis pour essayer aussi d'être synthétique et clair. Alors, là, je vais parler de 4 types en fait, de coordination. 2 premières qui sont des coordinations de logique et de ressources, et puis qui vont être mis en musique finalement avec 2 autres types de coordination, technique et temporelle. Alors en fait, ce qui apparaît ici dans ces coordinations de logique et de ressources, c'est qu'en fait, le Réseau Ecohabitat et le programme Indigne-toi REH va animer un ensemble d'acteurs qui vont être situés en fait dans des logiques économiques très différentes les unes des autres. Alors on a repris ici le regard de Karl Polanyi en fait et des différents systèmes économiques qui sont proposés, qu'ils soient marchands, non marchands ou alors non monétaires. Depuis plusieurs années, j'oserais presque dire plusieurs dizaines d'années maintenant, c'est une analyse qui est souvent utilisée en fait, pour caractériser la pluralité économique de l'économie solidaire, mais qui est aussi souvent utilisée finalement à l'échelle des structures, des organisations, voire de leur budget. Ce qu'on a voulu dans cette recherche, c'est de montrer qu'en fait, ce qui me paraît pour le coup très pertinent, c'est de l'utiliser plus à une échelle
à une échelle de territoire et entre organisations finalement, comme le proposait d'ailleurs Polanyi, pour montrer la diversité et moi je dirais la nécessité de la pluralité des logiques économiques qui sont ici à l'œuvre. Mais aussi le fait que finalement, et c'est ce qu'on retrouve dans les écrits de Polanyi, c'est que finalement c'est en combinant ces différentes logiques économiques qui ne s'excluent pas et qui ne s'opposent pas les unes des autres, c'est en les combinant en fait qu'on a finalement presque une plus grande efficacité de l'ensemble de ces logiques économiques. Alors, des logiques économiques différentes, une logique de marché qui va plutôt être orientée autour de la question du prix, avec notamment les fournisseurs d'énergie, les professionnels du bâtiment, comme par exemple Point P, Leroy Merlin pour en citer, les fournisseurs de matériaux, comme je viens de dire, les artisans pour le coup, mais aussi les banques, donc toute une logique de marché, mais aussi toute une logique non marchande de politique publique avec l'ANA, avec les opérateurs ANA, avec les collectivités locales, puis aussi d'autres institutions comme la CAF par exemple. Et puis une troisième logique qui va plutôt être une logique non monétaire, dite de réciprocité, où là en fait on va plutôt avoir un principe dit de symétrie qui va fonctionner plutôt qu'un système de prix ou de centre de centralisation comme on retrouve finalement dans les logiques non marchande ou redistributive, une logique de réciprocité et de philanthropie. Alors c'est ce qu'on a déjà commencé à le voir et c'est ce qu'on va voir dans la diapo d'après, avec le rôle clé des bénévoles du Secours catholique, mais aussi des fondations, notamment dans ce qui va être, et ce qui est depuis des années le cheval de bataille et qui a été rappelé par Thibault avec cette idée de reste à charge. Alors, cette coordination différente des logiques et des ressources, elle va être mise en musique en fait avec deux autres coordinations qui sont gérées. Finalement, c'est une coordination à la fois technique et temporelle. Alors, ce qui va s'afficher là finalement, c'est aussi par rapport aux freins qui ont été précédemment soulevés par Yannick et Thibault, et c'est ce qu'on a fait un peu dans la contribution, c'est de retracer un parcours typique. Alors, comme tout parcours typique, il dit des choses intéressantes et il n'éclaire pas forcément un certain nombre de situations singulières qu'il peut y avoir finalement dans chaque travail avec les familles pour le coup. Alors, on a globalement 8 ans dans cette coordination qui va en fait reposer sur différentes ressources, différents acteurs. Et je pense qu'on insistera dessus, surtout dans la diapo d'après. Ce qu'il y a de vraiment intéressant pour le coup, c'est qu'en fait, chacun est pris à sa place et on ne va pas demander à un acteur de faire le travail d'un autre acteur. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait une division du travail qui était tout à fait respectée dans cette coordination. Alors, c'est une coordination temporelle qui commence par une étape en amont où en fait, on va retrouver un couple, un binôme clé entre le bénévole du Secours catholique et le salarié de Réseau Écohabitat, parce qu'en fait, le repérage de ces familles, si on prend un profil type, c'est à peu près la moitié de personnes globalement à la retraite ou la moitié de personnes sans emploi, majoritairement des femmes. Et dans ces femmes, souvent des femmes en situation de monoparentalité pour le coup. Et alors en milieu rural, c'est aussi lié finalement à la détection, car on a des bénévoles qui sont aussi très souvent situés dans la ruralité française. Alors on a en fait une première étape de repérage qui va être fait à la fois par les bénévoles et par les délégations territoriales du Secours catholique. Et en fait, on a ce binôme qui se met en place avec ce que j'ai écrit ici, c'est un salarié de Réseau Écohabitat, avec un repérage qui est fait du bénévole, avec tout un échange qui commence à être fait auprès des familles lorsque le bénévole, avec 2-3 signaux, se rend compte qu'il y a un problème assez important dans le cadre des logements, soit au regard finalement des factures qui sont des factures d'énergie qui sont explosives alors qu'il fait 12 ou 13 degrés dans le logement,
logement, et puis un certain nombre d'aspects visuels dans le logement qui ne trompent pas. Donc, il y a en fait tout un dialogue qui se met en place, et si la famille est d'accord, il n'y a pas d'obligation, une première prise de contact et un état des lieux qui va être fait toujours en binôme salarié REH, mais avec le bénévole du Secours catholique, et qui va être en fait un vecteur, un lien et un appui de confiance sur les 8 étapes. Alors, ça nous conduit à la deuxième étape, qui est l'étape de préparation, où là, en fait, on a ce qu'on appelle une visite de prescription technique. Alors là, il y a un travail qui est fait en fait par le salarié de Réseau Ecohabitat, et qui peut permettre parfois, pour le coup, à partir de son évaluation, eh bien de négocier à la hausse le programme qui a été proposé par l'opérateur ANA du territoire. Mais comme l'a dit Catherine Ferrieux tout à l'heure, depuis quelques mois, Réseau Ecohabitat est devenu opérateur pour le coup de l'ANA, ce qui permet encore de gagner en temps et en fluidité. Voilà. Et dans cette étape, on a aussi tout un travail qui va être fait entre le salarié de Réseau Ecohabitat, le bénévole du Secours catholique et les familles, notamment sur les différentes démarches administratives. Il y a un accompagnement qui est fait à propos des familles, à propos de démarches administratives en mairie, etc., etc. Alors, on arrive en fait à une troisième étape de montage de dossiers. Alors là, il y a toute une négociation qui se passe avec le salarié de Réseau Ecohabitat et notamment les artisans sur la constitution des budgets par rapport aux travaux qui ont été estimés. Il peut y avoir parfois, alors ce n'est pas non plus une règle absolue, mais il peut y avoir jusqu'à 6 devis qui sont faits, qui sont échangés. Et c'est dans cette étape-là que commence en fait à être travaillé ce que Thibaut a nommé tout à l'heure, mais qui est nommé le reste à charge, c'est-à-dire que même en mobilisant l'ensemble des financements qui sont proposés, on a parfois des restes à charge qui peuvent… alors, si je ne me trompe pas, il y a des cas formidables où on se retrouve avec un reste à charge à 400 €. Alors ça, Catherine validera tout à l'heure, mais ça, c'est quand même… c'est pas non plus la norme. On peut se retrouver facilement avec des restes à charge à 3 000 €. Avec des familles en situation, ou alors les enfants qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas, finalement aussi les enfants réglés. Et donc, on a en fait tout un travail. Alors là, moi, j'appellerais ça un bricolage, pour le coup, parce que il n'y a pas de règle, finalement. On essaie de trouver des fondations, on essaie de trouver des financeurs qui viennent finalement régler ce reste à charge. Et là, il y a un temps et un accompagnement, pour le coup, autour du reste à charge qui est très important, avec des demandes de financement complémentaires. Ça peut être fait aussi par les assistantes sociales qui ont été contactées, par le salarié de Réseau Ecohabitat, par le bénévole, par les familles, etc. etc. Voilà. Donc là, il y a tout un travail qui se met en route autour de ça. Et puis, on a en étape 4, finalement, un dépôt de dossier qui nous amène en fait à la 5, où on a véritablement l'accord et l'acompte, où dans cette étape-là, ça a été dit tout à l'heure par Yannick, depuis quelques mois, c'est assez récent, et grâce au contrat à impact social finalement qui a été signé entre l'ANA et le Secours catholique Caritas France, on a une caisse d'avance de trésorerie qui est mise en place pour les artisans. Alors nous, on a eu un certain nombre d'artisans en entretien dans l'étape 2. Tous les artisans nous disent à quel point cette caisse d'avance de trésorerie est un outil formidable, parce qu'il faut savoir que les artisans devaient sinon attendre que l'ensemble des pièces administratives, etc., se mettent en place. Il pouvait y avoir des délais très, très longs de paiement. Donc, on a là en fait une caisse d'avance qui a été mise en place. Voilà, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense que c'est un élément aussi important, parce que c'est intéressant, les fournisseurs de matériaux, si les artisans vont chercher du matériau dans certains avec qui il y a eu des conventions signées, il peut y avoir aussi une sorte de caisse de redistribution qui est mise en place, où en fait les fournisseurs de matériaux vont rerouter une partie finalement des achats qui leur sont faits dans cette caisse pour participer et financer le reste à charge, qui devient en quelque sorte une sorte j'oserais dire, de problèmes collectifs traités par différents acteurs. Et dans cette étape 5, on a aussi tout un travail qui est mis en place par les bénévoles, et qui est un travail d'accompagnement à la préparation des travaux. Alors,
il n'y a pas de moyenne, voilà, mais ça peut être un gros travail pour ces bénévoles. Il faut savoir que dans un dossier, on nous a dit, une famille, on nous a dit, mais qui était un dossier ANAR, on nous a dit pour le coup que c'est déjà arrivé que vider la maison, ce soit 6 bénévoles sur une quinzaine de jours, pour le coup, pour faire tout ce travail-là. Donc là, il y a un gros travail de préparation de travaux aussi, d'entourer les familles et de le faire avec elles. Et ça nous conduit finalement à la 6e étape de réaliser les travaux. Yannick l'a dit tout à l'heure, on pourrait croire que là, on arrive à la fin des problèmes. Pour le coup, pas du tout, parce que quand on interroge les bénévoles du Secours catholique, ils nous disent là, on doit être extrêmement présent auprès des familles, gérer les craintes. Parfois, ça peut arriver certains litiges qui peuvent aussi apparaître, ou certaines tensions. Ce sont des familles qui parfois ont été très cabossées par la vie et de se retrouver avec tout un ensemble de travaux chez eux assez importants, ça peut être assez déstabilisant pour le coup. Donc, il y a tout un accompagnement qui est fait ici. Puis on arrive à l'étape 7 de réception des travaux. Les artisans nous disent que c'est toujours une étape qu'ils aiment beaucoup au regard de la réaction pour le coup des familles lorsqu'ils réceptionnent leur logement rénové. Et puis, on pourrait se dire que c'est terminé. Et non, en fait, ce n'est pas terminé parce que l'étape 8 qui est l'étape post-travaux, finalement, on a parfois un certain nombre de nouvel équipement. Il faut savoir l'utiliser. Voilà. Et puis, il faut parfois aussi finir les travaux parce que pour que tout rentre dans le budget, si on pose du placo, il faut encore faire les bandes derrière, comme on dit. Il faut mettre de la peinture, peut-être du papier peint. Et là, il y a encore tout un gros travail qui va être fait, notamment par aussi les bénévoles du Secours catholique. Voilà un peu pour synthétiser. Vous retrouverez plus amplement évidemment dans l'écrit une analyse de ces coordinations. Et donc, pour terminer cette présentation, on vous proposait en fait 4 points d'enseignement, notamment en matière d'innovation sociale. Alors oui, pour rapidement, le premier point, la modernisation des politiques publiques comme vecteur d'innovation sociale. Ici, qu'on voit justement que c'est les conséquences de cette modernisation qui va produire le terreau fertile à l'innovation. Alors ici, modernisation des politiques publiques, grosso modo, on va l'entendre, on peut le prendre par 3 facettes. À la fois l'introduction du principe de concurrence, d'abord au sein de l'État, où on voit de plus en plus, et c'est le cas ici dans ce type de politique, où de plus en plus des politiques publiques qui sont structurées autour de grands appels à projets lancés par des ministères ou des agences vers d'autres, d'abord au sein même de l'État au sens large, c'est-à-dire des appels à projets qui vont s'adresser aussi bien à aux services déconcentrés, à des collectivités territoriales, mais aussi à des acteurs privés. Cette idée aussi de faire de plus en plus appel au privé à travers tout un ensemble de délégations, avec cette idée que le privé va être plus efficace et plus agile, plus souple. Et aussi cette idée d'une participation citoyenne accrue, un appel à la société civile pour participer, co-construire les politiques publiques, participer au design des politiques publiques, avec cette idée d'une ouverture de l'intérêt général qui n'est plus forcément le ressort de l'État, mais qui est une co-construction par un ensemble d'acteurs. Là, on voit vraiment que la politique publique de la rénovation énergétique, elle s'ancre vraiment dans cette modernisation des politiques publiques, mais elle produit un faisceau de politiques et de dispositifs qui vont rencontrer des difficultés et avec un gros problème de coordination entre les différents acteurs qui vont être impliqués et qui vont prendre part à ce champ, un peu à ce secteur de la rénovation énergétique. Et c'est justement par rapport à ces difficultés et au sein de ces complexités, de cette difficulté de coordonner, c'est un petit peu tout ce jeu, ces écarts et ces infractuosités un petit peu entre les différents dispositifs et les différents acteurs que prend place Réseau Éco-Habitat et Indigne-toi. Et c'est vraiment dans cette capacité à faire un lien, à refaire du sens et de la cohérence entre ces différents acteurs que prend tout l'intérêt du projet ici mis en œuvre. Oui, parmi les autres éléments que nous permet de comprendre Réseau Éco-Habitat de manière plus générale, il nous semble que
Réseau Éco-Habitat est un cas, en fait, est un cas empirique tout à fait intéressant pour essayer d'analyser empiriquement les appels contemporains au partenariat, au décloisonnement, etc., etc. Je m'explique. En gros, on assiste en fait depuis une petite décennie, voire un peu plus, à des appels, que ce soit dans la manière dont on mène des politiques publiques, dans la manière dont on mène des projets d'économie sociale et solidaire, à des partenariats, à la réunion d'acteurs très hétérogènes, des acteurs privés, des acteurs publics, associatifs, etc., etc. Mais en fait, voilà, il me semble que ces appels en fait à la coopération, au partenariat, en fait, sont rarement analysés en fait dans la littérature à disposition, aussi bien sur les politiques publiques partenariales que sur les projets d'économie sociale et solidaire. Et le réseau Éco-Habitat, en fait, est vraiment un bon cas pour essayer d'analyser empiriquement et finement, en fait, la manière dont coopèrent, en fait, des acteurs au profil assez varié, et de montrer, voilà, est-ce que effectivement, oui ou non, il y a des effets de socialisation, d'hybridation des pratiques en fait entre tous les acteurs qui sont réunis. Alors nous, effectivement, les premières hypothèses qu'on commence à formuler, c'est de dire plutôt que voilà, il y a une telle division du travail en fait assez stricte entre les différentes parties prenantes que on peine en fait à dégager un ensemble d'éléments de socialisation entre les différents partenaires, et qu'à l'inverse, en fait, les frontières entre les différents acteurs sont plutôt maintenues, et c'est aussi ce qui permet en fait cette forme de coordination originale qui est réseau Éco-Habitat. Voilà. Et donc, pas vraiment d'effet de socialisation et une division du travail accrue avec des frontières qui restent fermes et qui se durcissent même. Et finalement, ça va un peu au rebours de la littérature qu'on retrouvait et même la manière dont nous-mêmes à l'Institut, on appréhendait l'innovation sociale il y a quelques années, où on mettait beaucoup l'accent justement sur cette idée de co-construction, de participation, où les acteurs vont se mettre d'accord sur un diagnostic, sur la définition d'un problème, un diagnostic et des solutions à mettre en œuvre. On se rend compte qu'ici, dans le cas de REH, absolument pas, au contraire même, et c'est probablement une des raisons de son succès, il n'y a pas cette étape de co-construction, il n'y a pas eu ce besoin de discussion, de remettre sur la table à la fois le problème, la manière dont on va le résoudre. Au contraire, chacun est vraiment sur les tâches qu'il a effectuées, sur un petit peu son assignation préalable. Néanmoins, il y a quand même, ça repose finalement cette coordination et le fait que chacun trouve facilement sa place sur un sens commun préalable, mais du coup qui n'a pas besoin d'être réinterrogé, qu'on peut dissocier de deux manières. C'est finalement que la précarité énergétique, on l'a vu dans la première partie, c'est vraiment maintenant un problème public, une manière de poser le problème public qui fait absolument sens pour tout le monde, qui n'est absolument pas interrogé par aucun des acteurs, vraiment la précarité énergétique telle qu'elle se définit actuellement. Et le deuxième point, c'est l'évidence que les politiques publiques face à la précarité énergétique dans leur la manière dont elles sont produites actuellement, la principale limite, c'est cette capacité à toucher ces ménages les plus précaires. Et le fait même que Réseau Éco-Habitat cherche à toucher et touche ces ménages, c'est suffisant pour tout le monde. En fait, ça fait sens commun, c'est une évidence qui est partagée. Il y a besoin de faire quelque chose pour toucher ces ménages. On le fait et du coup, tout le monde y trouve son compte à ce niveau-là. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans une co-construction ou dans un échange plus poussé sur qu'est-ce qu'on doit faire ensemble et comment on doit le faire. C'est suffisant. Et donc, le quatrième point qu'on propose pour l'ouverture et la discussion, intitulé « Perception de l'innovation et changement de posture ». Ce qu'il y a derrière, c'est l'idée. Dans cette recherche, on n'avait pas besoin d'amener des éléments qui montrent que ça peut être intéressant en matière d'innovation ou d'innovation sociale, l'action de Réseau Éco-Habitat et aujourd'hui le programme #Indigne-toi. Il suffit de regarder l'ensemble des prix qui ont été remportés en 2014 par Réseau Éco-Habitat sur l'innovation sociale, qui est un prix régional, puis en 2015, la France s'engage lorsqu'ils sont reçus par le président de la République à l'Élysée, puis 2018 par le ministère de l'écologie et des solidarités autour de Mon projet pour la planète. Je m'arrête là en 2018, mais je pense qu'on pourrait continuer la liste finalement. Aujourd'hui, fin
fin 2021. Pour le dire simplement, tout le monde en présence est assez d'accord pour dire qu'on a là une innovation qui est tout à fait intéressante finalement, qui est vraiment intéressante et qui change en fait des choses. Quand on parle d'innovation, on parle de changement, j'oserais dire nécessairement finalement. Et on voit que pour les familles, effectivement, on a quelque chose qui est tout à fait intéressant en matière de changement et une accessibilité accrue, une accessibilité réelle, notamment aux droits liés à la rénovation énergétique. Et pourtant, ce qu'on voit, c'est que finalement, les acteurs en présence ne changent pas leurs pratiques. Et c'est ça qu'on a trouvé vraiment intéressant, parce qu'en fait, ça va à rebours de beaucoup de choses que l'on peut entendre, soit dans la littérature, soit parfois dans un espace médiatique ou institutionnel, où on entend des acteurs nous dire que finalement, il faut des petits changements pour arriver à des grands changements, où il faut que chacun se change pour arriver à des changements. Et là, finalement, on a quelque chose de tout à fait intéressant. Personne ne se change, et on a la perception de quelque chose de tout à fait innovant. Voilà. Et du coup, c'est un peu ce qui a introduit, je dirais, l'étape 2 de notre recherche, c'est que finalement, ce qu'on a écrit à la fin du rapport de recherche, c'est qu'il y a visiblement une distance entre la perception entre les pratiques des acteurs pour le coup, et la perception qu'on peut avoir de l'innovation et des changements. Et en fait, cette distance, c'est dans cette distance qu'on s'est inséré dans l'étape 2 et pour le dire simplement, c'est la raison aussi pour laquelle on a appelé ce webinaire « Et si l'innovation venait de la coordination ?» parce qu'en fait, l'hypothèse est de dire qu'en fait, l'innovation, eh bien, où est-ce qu'elle se loge? Si elle ne se loge pas finalement ou qu'elle ne s'appuie pas sur un certain nombre de changements de pratiques, eh bien, elle se loge dans ce travail et dans cet espace, pour le coup, de coordination que l'on oublie parfois. On peut parfois se dire qu'un certain nombre de choses suffisent et se dire que la coordination se fera d'elle-même. C'est pas forcément, c'est un travail qui nous montre que c'est pas forcément le cas. Et donc, ça nous paraissait tout à fait intéressant d'investir cette question de l'espace de coordination comme un espace d'innovation. Voilà, on a essayé d'être le plus synthétique possible. On n'a pas réussi. On pensait tenir 40 minutes, mais en fait, on est plus autour de 55 minutes. On a essayé d'être très synthétique et malgré ça, on en arrive quand même à une présentation d'à peu près 55 minutes. Donc, on va arrêter en tout cas la projection du PowerPoint. Et vous demandez, pour le coup, si sur la base de cette présentation, vous avez un certain nombre de réactions, de questions. Alors, vous pouvez soit lever la main, soit tout simplement brancher votre micro. Ça, c'est une convention qui fonctionne bien. J'essaie de comprendre pourquoi, en fait, on n'a pas... pourquoi on n'a plus de caméra, alors qu'en fait, elle est toujours là, mais c'est peut-être qu'on est en co-anime, je crois. Ouais, c'est peut-être depuis qu'on est en co-animation pour le coup. Voilà. Catherine, on va te retirer de la co-animation si ça ne te dérange pas. D'accord, il n'y a pas de problème, tant que je peux encore parler. Oui, voilà. Et on se dit que c'est peut-être comme ça qu'on va retrouver pour le coup la caméra. Alors, est-ce qu'il y a questions ou commentaires? Frédéric Marquet. Oui, bonjour, il y a aussi une question dans le chat. Tu peux te présenter peut-être pour le coup? Oui, très rapidement. Donc, Frédéric Marquet, je travaille au Conseil régional Hauts-de-France, la direction de la 3e révolution industrielle, donc la direction qui porte pour la région la dynamique REV 3, donc dynamique régionale de transition. Je travaille plus spécifiquement sur la question de la place des citoyens dans les transitions, et le Conseil régional a voté une feuille de route, justement, REV 3 transition citoyenne en novembre dernier. Et alors, c'est assez récent, hein, cet intérêt pour le volet plus citoyen. Donc, on avance petit à petit, mais dans cette feuille de route, il y avait un axe qui est encore plus récent, sur lequel on a encore un peu de mal à avancer, mais qui nous intéresse, c'est comment aussi, ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire les transitions, elles s'adressent à tous, et pour qu'elles soient réussies, il faut que tout le monde soit
dans le bateau et tout le monde en tire un intérêt. Et donc, c'est comment faire aussi de cette transition une opportunité pour les personnes qui sont dans des situations de plus grande fragilité, quoi. Et donc, voilà, mon intérêt. Réseau Éco-Habitat, je le connaissais quand je travaillais encore à ce qui s'appelait la région Picardie à l'époque. Et donc, non, je suis toujours intéressé par ce qui se fait. J'avais juste des petites questions, mais très, très simples. Moi, je connaissais justement quand c'était encore très limité à Picardie sur Compiègne. Je sais que ça s'est beaucoup développé. C'était en gros, la première question, c'est aujourd'hui combien d'opérations étaient suivies à peu près par an, combien d'opérations aboutissaient par an, et en gros, le reste à charge, vous l'évaluiez à peu près combien en moyenne par opération. Voilà, pour avoir une idée des besoins financiers auxquels doivent encore faire face ces personnes, et pour lesquelles j'ai cru comprendre quand c'était encore une réponse un peu bricolée pour chaque fois rechercher la bonne source de financement. Voilà, merci. Ok, du coup, je vais répondre directement à Frédéric Marquet, Nicolas Chauchois, si ça vous va. Sans problème, j'ai réussi à faire fonctionner la caméra pour le coup. Oui, bien sûr, Catherine, vas-y. Magnifique, super. Merci beaucoup, Frédéric, pour vos questions. En effet, très pertinentes. Alors, combien de dossiers, combien de chantiers on réalise par an? À l'heure actuelle, on est sur un objectif de 30 dossiers par an. Quand je parle de dossiers, je parle de familles accompagnées jusqu'au bout, en fait, avec la réalisation effective d'un chantier et les post-travaux, etc. Donc, c'est 30 dossiers de A à Z, vraiment Z. Vous m'avez posé aussi la question de combien de reste à charge. Alors, on a remarqué qu'au fil du temps, on arrive à diminuer de plus en plus le reste à charge. Donc ça, c'est une tendance assez marquée des dernières années. Il y a plusieurs tendances, en fait. Il y a l'évolution du programme de travaux qui va plutôt vers le haut. On était sur des montants de travaux d'environ 45 000 à 50 000 euros en moyenne. Et là, on sent qu'il y a une tendance, on arrive à monter de plus en plus les programmes de travaux. Autre chiffre, le revenu fiscal de référence qui a tendance à baisser. Alors ça, il y a plusieurs facteurs. Là, je parle sous le contrôle des chercheurs en sciences sociales de l'Institut Gaudin qui sont plus doués que moi là-dessus, mais il y a aussi le fait que les bénévoles qui ont bien compris leur job, entre guillemets, vont chercher des personnes de plus en plus éloignées de nous, de plus en plus dans l'électronisme, de plus en plus dans l'isolation sociale, qui fait qu'ils ont encore plus besoin d'un programme de travaux souvent plus élevé, d'un accompagnement plus important et aussi d'une diminution du reste à charge. C'est-à-dire, alors, le terme de bricolage, je ne m'inscris pas totalement en tout cas dans ce que ça sous-entend. Je parlerai peut-être de finesse, de travail artisanal au sens de l'amour du travail bien accompli. J'aurais dû dire faire de la dentelle, pour le coup. Voilà. Et nos collègues du CREAC ont carrément utilisé ce terme de dentelle. Voilà. C'est vrai que chaque dossier est un peu différent, mais pour revenir plus précisément à la question précise de Frédéric Marquet sur le reste à charge, c'est environ 10% du montant de travaux. Donc 50 000, ça donne du 5 000. Mais ça, tendanciellement, avec les années, on arrive à réduire. C'est-à-dire que de plus en plus, on a des dossiers avec un reste à charge qui tend à être entre 5% et 8% du montant total. Et dans certains cas, alors c'est des cas à la marge, on a un reste à charge zéro. Sachant que là-dessus, sur le reste à charge zéro, on peut disserter pendant longtemps. Franck Billot et en fait l'ensemble des partenaires du Secours catholique, etc., ne sont pas vraiment pour, parce que si on veut impliquer les gens dans leur destinée, c'est important qu'ils participent, ne serait-ce que symboliquement. Donc le reste à charge zéro, il n'est pas forcément voulu. En termes maintenant du nombre de financeurs sur chaque dossier, il y a aussi une évolution. On était sur 10 à 11 financeurs sur certains dossiers, parfois.
Et là, parce que en région Hauts-de-France et notamment dans le département de l'Oise, on est de plus en plus suivis et les acteurs évoluent. Donc là aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'Institut Gaudin, mais ça va être super de pouvoir discuter là-dessus. Dans l'Oise, les acteurs ont évolué. Du coup, les financeurs nous donnent plus. Du coup, le nombre de financeurs, en tout cas sur les dossiers de l'Oise, est tendanciellement en train de se réduire. Donc là, on arrive à boucler des programmes de financement avec 6 ou 7 financeurs à la place de 10 ou 11. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Frédéric, dites-moi. Pour aller, si Frédéric est d'accord, pour aller dans la suite, il y a une question posée par une personne dans le chat, justement pour savoir si malgré tout, certains acteurs évoluent après, comme par exemple l'ANA avec de l'avance de trésorerie. Oui, alors moi, je dirais sans doute les chercheurs de l'Institut Gaudin qui font un travail de qualité exceptionnel doivent avoir plein d'éléments pour étayer l'idée que les frontières restent très fermes. Moi, j'aimerais apporter un contrepoint pour dire que l'ANA a pas mal évolué, en fait, ne serait-ce que depuis juillet 2020 où nous sommes devenus opérateurs agréés par l'ANA. Alors, donc, opérateur agréé, mais opérateur un peu spécial. On n'est pas comme les autres opérateurs. On est un opérateur, d'ailleurs, même pour rentrer dans les cases sur le site web de l'ANA, ce n'était pas simple parce qu'on ne se rend pas aux autres. Donc, on a réussi à les faire un tout petit peu évoluer pour rentrer dans la case opérateur de l'ANA. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est-à-dire que, contrairement aux autres opérateurs, on n'est pas dans une logique du chiffre effréné, on est dans une logique de contrat impact social. Donc, on les a fait évoluer un tout petit peu. Alors, il faut rester humble, hein, bien sûr, c'est une grosse administration, etc. Donc, on n'est pas dans la révolution de cette administration. Par contre, on les a fait un tout petit peu évoluer, ne serait-ce que parce qu'ils nous ont reconnu ce statut qui est un statut complètement à part. Et puis, je trouve que l'ouverture à ce concept de contrat impact social qui vient des États-Unis, qui vient d'Angleterre, qui vient d'un monde un peu plus capitalistique, on va dire, d'une culture un peu autre, c'est aussi une forme d'évolution. Alors, on va peut-être pas lancer le débat pour ou contre le contrat impact social, c'est pas ça mon propos, mais je trouve qu'il y a là une évolution culturelle très intéressante. Et aussi, alors là, on pourra parler avec le Secours catholique, parce que le Secours catholique nous soutient vraiment très, très fortement depuis le début, mais c'est aussi pas évident pour le Secours catholique qui a un rôle de soutien moral et financier dans le contrat impact social, parce que le contrat impact social, c'est tripartite. C'est l'ANA, c'est le Secours catholique et le réseau Ecohabitat. Et le Secours catholique porte le risque financier, on va dire, joue le rôle de banque. Ce qui est chez les Anglais joué par un rôle de banque, là, en France, ce n'est pas une banque, c'est le Secours catholique. Donc là aussi, c'est très intéressant. Il y a une évolution que j'appellerais culturelle, peut-être faute de mieux en termes d'explication, mais qu'il ne faut pas minimiser. Voilà. Est-ce que je réponds à la question ? Oui, donc l'ANA a évolué. Est-ce qu'on a fait évoluer les artisans ? Je ne sais pas. En tout cas, ceux qui nous suivent nous aiment de plus en plus. Et la caisse d'avance, c'est évidemment un outil très opérationnel pour les faire continuer dans ce partenariat qui fonctionne. Merci beaucoup, Catherine. Je pense qu'on s'est mal fait comprendre. Ou pas tout à fait comprendre quand on dit qu'il n'y a pas de changement de pratique. Le terme n'était peut-être pas juste. Ce que l'on veut dire, c'est que, pour prendre un exemple très concret, le bénévole ne fait pas les travaux. Il fait du bénévolat. C'est ça que l'on dit. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de respect important de la division du travail. Et que c'est là-dessus aussi que se joue l'efficacité. Et potentiellement, mais là on déborde aussi sur l'étape 2 de la recherche, mais c'est pour le coup très intéressant, c'est aussi là où il y a potentiellement
peu de tensions. Or, c'est justement quand certains acteurs commencent à jouer le rôle d'autres que des tensions commencent potentiellement à apparaître. Quand on dit que quand on parle des frontières, c'est que l'ANA ne fait pas de bénévolat. L'ANA reste l'ANA et les personnes de l'ANA font leur travail de l'ANA. Ce qui n'empêche pas, pour le coup, d'avoir effectivement, individuellement et dans les structures, des perceptions qui bougent. Effectivement, l'ANA qui va sur un contrat impact social avec Réseau Ecohabitat, le Secours catholique, Caritas France, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Pour le coup, de les voir aussi, Franck, depuis le début, parle ce qu'on pourrait appeler des normes ANA, de voir que l'ANA réfléchit aussi, à bouger aussi ses normes à partir du travail de Réseau Ecohabitat, c'est tout à fait passionnant. Mais chacun reste à sa place. Voilà. Et d'ailleurs, dans l'interrogation qu'on a eue, moi, c'était une vraie interrogation, finalement, de dire, mais finalement, si personne change véritablement ses pratiques, comment on peut parler d'innovation? Et je me souviens que Thibaut, à côté de moi, disait, mais tu sais, quand les uns les autres font ce qu'ils doivent faire, ça change déjà beaucoup de choses. C'est un peu ce qu'on voulait dire, en fait. C'est-à-dire qu'avec cette coordination, finalement, les uns les autres font ce qu'ils ont à faire, pour le coup, et c'est là où ça change. Et ça va un peu à contre-courant de ce que l'on peut entendre parfois sur l'innovation, où on entend qu'il faut tous, en quelque sorte, un peu se changer pour voir apparaître des changements. Là, ce n'est pas forcément le cas, même s'il peut y avoir effectivement des modifications de perception et d'action. Mais chacun reste dans son métier, si je puis dire, dans son métier ou alors dans son rôle, vu qu'on peut quand même difficilement parler de métier pour les bénévoles. C'est ça, en fait, qu'on voulait dire et qu'on dit, en fait, surtout dans l'écrit. Mais effectivement, c'était pas dit finement, c'est-à-dire ça n'empêche pas les uns les autres de bouger en perception et dans ce qu'ils proposent par ailleurs. Mais les artisans resteront des artisans, ils feront les travaux, ils ne feront pas de bénévolat. Voilà, c'est surtout ça. D'accord, je comprends mieux. Ok, en effet, dans ce repréciser ainsi, je comprends mieux et je suis d'accord, en fait. Pour le coup, Régis, est-ce que tu veux dire, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire pour être correct vis-à-vis des horaires que l'on s'est donnés. Régis, est-ce que tu veux dire un mot? Non, je voudrais juste remercier tout le monde de la participation. Je pense que on est un petit peu au milieu du gué là, et on attend avec impatience la suite complète de l'étude. Je pense que ça va intéresser quand même pas mal de monde. Il va falloir qu'on regarde aussi comment on peut vulgariser ça pour certains aussi. Donc, bravo en tout cas, bravo et merci à tout le monde. Merci Régis. Guillaume, est-ce que tu veux dire un mot peut-être ? Catherine, j'allais terminer par toi. Ah, d'accord. Je ne sais pas si Guillaume souhaite réagir ou pas. Il est peut-être au téléphone là, en ce moment. D'accord. Est-ce que, Catherine, est-ce que tu souhaites, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat ou de commentaires, est-ce que tu souhaites dire un mot de perspective et de conclusion ? Volontiers. S'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, je ne voudrais pas piquer la parole à quelqu'un qui veut prendre le micro. Je voulais vous remercier beaucoup, remercier l'Institut Gaudin vraiment de la pertinence de vos réflexions. Une petite question qui pourra être posée à Catherine après la clôture. Ah bon, d'accord. Ou on peut faire maintenant aussi, hein. Oui, non, désolé Frédéric Marquet, c'est une question et par rapport à un dispositif région, je voulais savoir s'il était mobilisé et donc ça n'intéresse pas obligatoirement tout le monde et comme ça a été, comme Nicolas l'a dit, vous voulez peut-être respecter plus globalement donc je ne veux pas retenir tout le monde pour ça, donc voilà, je vous laisse conclure et puis je vous poserai juste ma question. D'accord. Je voulais remercier beaucoup l'Institut Gaudin parce que vos réflexions nous accompagnent. Vos réflexions nous accompagnent. On est un peu les mains dans le guidon et ça fait du bien.
d'avoir des gens qui ont un peu plus de distance et de hauteur de vue pour nous permettre de nous nourrir aussi. Donc voilà, sachez-le, ces réflexions sont utiles et elles donnent à penser et à manger philosophiquement. Donc merci aussi à la chère Hope qui nous nourrit philosophiquement. Des petites perspectives, bien, moi j'ai hâte de lire cette seconde étude de l'Institut Gaudin. D'abord parce que la première était bonne, mais aussi parce que il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de Réseau Ecohabitat ces derniers temps. Opérateur agréé de l'ANA en 2020. Là, on est en train de grossir, la structure est en train de grandir. On est maintenant 10 salariés et 2 alternants. Donc, c'est une autre phase de la vie de Réseau Ecohabitat. On sent que les choses se passent superbement au sens avec le Secours catholique national, régional, local. La mayonnaise est en train de prendre, disons-le. On va bientôt manger, peut-être, non, c'est pas l'heure de la mayonnaise. Et donc, c'est une page qui s'ouvre, que j'ai très hâte de vivre avec vous ensemble. Donc, merci à tous. Peut-être on a récupéré Guillaume Almeras qui va peut-être dire un mot. Oui, excusez-moi, j'ai eu des contraintes qui ne m'ont pas permis d'être toujours avec vous. Moi, je remercie aussi beaucoup. Je rebondis là sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'être la coopération et que chacun soit à sa place. Je pense que là où c'est très heureux, c'est de pouvoir se rassurer, de se dire en fait, où est-ce que je suis attendu? En tout cas pour nous, Secours catholique, on peut être dans l'envie de vouloir soutenir, aider. Et cette posture d'aidant, elle a toujours besoin d'être bien positionnée à sa juste place pour à la fois ne pas s'épuiser et puis en fait, à travers la question de la coopération, pouvoir être plus pertinent. Et donc, c'est très utile de pouvoir se rassurer pour être bien à sa place. Et parfois, le débordement est un souci de vouloir bien faire, mais il y a une petite subtilité dans voulant mieux faire. En fait, on fait peut-être moins bien. Et donc, cette étude peut nous aider à être plus heureux dans la relation avec les uns et les autres, et donc très riche. Et puis aussi, je l'évoque, pour nous, c'est il y a le sujet de la rénovation énergétique, mais en fait, les dynamiques sont aussi, tu disais, Catherine, que ça vous nourrit. Ça nourrit aussi pour d'autres types d'actions, d'autres problématiques sociales. Donc, c'est vraiment au-delà de notre action liée à la question de l'énergie, en tout cas, moi, ce qui suis sur les sujets d'économie solidaire au secours, ça m'inspire pour éventuellement réfléchir d'autres types d'actions et avoir un retour d'expérience. Donc, c'est un projet très riche et pareillement impatient de la seconde étude. Merci beaucoup. Merci en tout cas alors à vous tous. Merci Catherine, Franck, toutes les personnes de REH, Régis, la chère Hope, Guillaume et l'ensemble des personnes du Secours catholique Caritas France. On ne l'a pas dit en introduction, on aurait pu le dire, on le dira pour le coup en conclusion. C'est un vrai plaisir de travailler depuis des années en fait autour de cette recherche aussi parce qu'il y a toujours eu, et depuis le départ et depuis notre première rencontre, beaucoup de confiance. Et je dirais beaucoup de liberté, voilà, parce que nous, en tout cas, dans le travail que l'on fait, on est contraint par personne. Et ça, c'est très riche. C'est-à-dire qu'on nous laisse aussi, pour le coup, en jouant des frontières, on nous laisse aussi dans notre rôle. On nous laisse faire les analyses que l'on propose. Voilà, il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de confiance dans ce travail et c'est très agréable pour nous, on se le dit entre collègues très fréquemment. C'était l'occasion de pouvoir le dire aussi pour le coup. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour la participation à ce webinaire.